Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Clermont, Paris Saint-Germain, 0-0, score final. Le match vient de se terminer. Voilà, on est un petit peu déçus. On va développer ça tout de suite. Personnellement, t'es déçu. Moi, je suis juste content voilà, ça fait un moment que on n'a pas fait de vidéo. Je suis content de reprendre. On a C'est fait vrai. un petit break. C'est vrai. La chaîne était en chantier, comme le stade de Clermont. Du coup, voilà, on va tout débriefer. T'es chaud? Je suis prêt. C'est parti. Allez, on va commencer à débriefer le match. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Du coup, n'est pas un bon résultat pour le PSG. Ah, pas du tout même. Le PSG qui doit aller à Newcastle la semaine prochaine, qui fait 0-0 chez la Lanterne Rouge de Ligue 1. Qu'est-ce que t'en as pensé, Anderson? Premièrement, je tiens à féliciter Clermont parce que c'était un très bon match de leur part. C'est-à-dire que quand j'ai regardé les compos au début, je vois que Clermont arrive en 3-5-2. On va même dire 3-5-1-1. Je me suis dit, ouais, ça va être un pur sur le match. Paris va attaquer tout du long et Clermont va rien faire. Et j'étais assez surpris de la première mi-temps de Clermont. C'est-à-dire qu'ils ont pas eu peur de Paris. Ils sont venus proposer quelque chose. Vraiment, ils ont eu énormément d'occasions. Première mi-temps, je crois, ils ont 4 tirs, 0 cadré pour le coup. Et deuxième mi-temps, je crois, ils ont plus de 6-7 tirs cadrés. Donc, vraiment, félicitations à Clermont qui a pas reculé devant Paris, qui a essayé de faire le jeu. Par contre, moi, de l'autre côté, Paris, j'ai trouvé Paris en manque d'ambition, Paris en manque de création, Paris en manque d'idées, Paris en manque de réalisme, Paris en manque, Paris en chantier. Voilà. Écoute, moi je suis assez d'accord sur ce que tu es en train de dire déjà par rapport à Clermont. Clermont, effectivement, on avait peur qu'ils mettent le bus. On a vu au final que les joueurs de côté, que ce soit Alevina à gauche, Konaté à droite, au final ont été des vrais pistons. On n'a pas eu une défense à 5, mais on a vraiment eu une défense à 3 avec deux pistons très offensifs. Du coup, on a eu un premier quart d'heure où les Clermontans étaient vraiment les plus dangereux, les plus menaçants. Ils ont empêché Paris d'avoir la maîtrise. Mais c'est vrai que en première mi-temps, on n'a pas vu Clermont se procurer vraiment des occasions nettes. Il y a eu 4 tirs, mais 0 cadré en vrai. Aucun cadré. Voilà. Donc effectivement, voilà, Donnarumma n'a pas été mis à contribution en effet. Après, voilà, sur le match du PSG, en deuxième moitié de première période, ils ont vraiment, ils ont haussé le ton. Voilà, ils ont haussé le niveau. Il y a eu des occasions. C'est vrai qu'à ce niveau-là, faut vraiment finir. Et c'est vrai que de ce point de vue, c'est très compliqué. Notamment pour ton protégé, Randal Kolo Muani. Après, ce que moi je vois de Kolo Muani depuis le départ, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelqu'un, c'est pas un neuf comme Ramos. C'est-à-dire que vraiment. À quoi ça sert de l'acheter alors si c'est pas un neuf comme Ramos? Pour venir concurrencer tous les postes de l'attaque. Donc ça peut être un numéro 9, mais ça peut et ça doit, à mon sens, être aussi un joueur de côté qui part d'un peu plus loin pour faire des différences. Et c'est vrai que ce rôle un petit peu axial, ça lui pose un petit peu de problème. J'ai l'impression que ça se marche un petit peu sur les pieds avec Kylian. Donc effectivement, ça a été spécifiquement compliqué pour lui. Après, c'est pas le seul pour qui ça a été compliqué. Pour moi, toute l'attaque, ça a été compliqué parce que quand tu regardes même Dembélé, il a essayé plusieurs fois de créer les occasions, plusieurs fois d'être dans le dribble. Pour aujourd'hui, je l'ai trouvé assez juste par rapport à ce qu'il a pu faire. Je pense qu'il peut faire mieux encore. Il peut faire mieux. Tu vois, donc du coup, t'as un Kolo Muani où c'est compliqué. Pour moi, un Dembélé, ça reste quand même compliqué, même si c'est vrai que parmi les trois, c'est lui qui s'en sort le mieux. Et pour moi, Kylian, c'est très compliqué. C'est-à-dire que déjà, il sort d'un match de Marseille où il fait semblant d'être blessé parce qu'on connaît Kylian maintenant. Quand le match le dépasse, il fait genre il est blessé. Mais vas-y, pas de souci. Donc là, il revient, il est censé être en pleine forme. En soi, moi, je comprends pas cette stratégie aussi de la part de Kylian. C'est-à-dire que si dans le match contre Marseille, t'es blessé, là, pourquoi tu commences le match? Pose-toi, rentre en deuxième mi-temps pour venir faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Si t'es pas à 100%, ça sert à rien là de prendre des risques avant Newcastle. Mais bref, le match a été très compliqué pour lui. Après, c'est vrai que la réalité aujourd'hui est comptable. C'est que après 7 journées, le PSG il a 12 points. Il commence à y avoir une petite urgence de points. Le championnat, non, mais le championnat, ils doivent le gagner. C'est un long championnat. Vu le banc que le Paris Saint-Germain a, je pense que ça, je te l'ai dit, on en a parlé au début de la saison. Je pense que ça va être un championnat compliqué pour eux,
qui vont laisser des points, notamment justement parce qu'ils ont ces grosses échéances en Ligue des Champions vu leur groupe. Mais je pense que c'est un championnat qui est tout à fait abordable pour le Paris Saint-Germain. Si c'est pas abordable pour le Paris Saint-Germain avec l'effectif qu'ils ont, il y a un problème. Évidemment que le PSG est favori, mais justement, dans cette optique, voilà, de ne pas être inquiet par rapport au championnat, je pense que Paris peut pas se permettre de faire tourner autant qu'il aurait pu le faire, s'il avait déjà un matelas à ce stade de la saison, ce qui est le cas habituellement. Ouais. Donc c'est vrai que là, du coup, on est quand même obligé de mettre un peu plus de titulaires, même si, et c'est le point sur lequel je voulais insister, il y a eu quand même des absences et des joueurs qui doivent se reposer. Hein, allez, dis ton nom. Je sais que ça te démange, dis ton nom. Mais je vais le dire. Dis ton blaze. Mais c'est vrai que Ugarte, Manu Ugarte, son absence, elle est vraiment préjudiciable à cette équipe. Surtout quand tu vois par qui on le remplace. Et c'est vrai que oui, par contre, vraiment, Fabian Ruiz va vraiment falloir qu'on en parle parce que c'est comme Carlos Soler. Moi, je te dis, les deux, vraiment, c'est une balle dans le pied pour vous. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'étais opposé au départ de Marco Verratti parce que, en fait, si tu laisses reposer Ugarte et que c'est Verratti qui joue, tu perds pas tant que ça. Là, tu laisses reposer Ugarte et c'est Soler et Fabian Ruiz qui joue. Après, encore une fois, sur le départ de Verratti, ça va plus loin qu'une logique sportive. On est tous d'accord pour dire que voilà, Marco Verratti, avec le ballon, il est extraordinaire. On va pas se mentir. Mais quand t'as un PSG qui doit, justement, changer le message qu'il envoie à ses supporters, c'est-à-dire une équipe qui est irréprochable, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Ouais, aujourd'hui, Marco Verratti, ça ne répond pas à ces exigences. À un moment donné, on va pas refaire le monde, mais à un moment donné, les joueurs de foot, on leur demande d'être présents sur le terrain. Et sur le terrain, ce gars-là a toujours été présent. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et le dernier exemple en date face au Bayern Munich, il est pour moi extrêmement responsable de ce qui s'est passé. On va ouvrir le débat un peu plus tard sur ça. Moi, par contre, ce que j'ai bien aimé dans cette formation du PSG en 3-4-3, justement, c'est le fait que 3-4 même plutôt. C'était 3-3-4. Oui, exactement. C'est l'apport de Hakimi et de Barcola, mais Barcola en première mi-temps. Qu'est-ce qu'il a été bon, il a récupéré un nombre de ballons, il a défendu, mais c'est ça pour moi un piston justement, c'est-à-dire qu'il arrive à défendre aussi bien qu'à attaquer et il a joué ce rôle-là mais pleinement et je l'ai trouvé vraiment très bon. Hakimi c'est dans la continuité, hein, c'est-à-dire que vraiment depuis que Luis Enrique est arrivé, on retrouve un Hakimi qui vit, qui joue au football, j'ai pas envie de dire que c'est depuis le départ de Messi, mais voilà, tu sens que le gars il est beaucoup plus heureux. Donc moi c'était un peu plus la satisfaction côté parisien, c'était ces deux-là, Hakimi et Barcola vraiment qui a été. De toute façon, effectivement, hein, le début de saison d'Achraf Hakimi il est incroyable. Sa doublette avec Dembélé, je trouve qu'elle fonctionne. Et pour revenir sur Barcola. Moi, je serais pas aussi enthousiasmé que ça par sa première mi-temps. C'est vrai qu'il fait énormément d'efforts. On le voit revenir, mais jusqu'à sa propre surface de réparation pour aller chercher des ballons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence pour le PSG. On a besoin de 11 joueurs qui attaquent, mais aussi de 11 joueurs qui défendent. Si je reprends les mots de Luis Enrique, et Barcola, il s'inscrit parfaitement dans cette philosophie-là. Après, au niveau offensif, il y a eu beaucoup plus de déchets de sa part que lors du match précédent contre Marseille. Donc c'est vrai que là c'est un peu un Paris Saint-Germain en dilettante parce que tu vois le contenu du match précédent PSG Marseille qui était vraiment un match fourni de la part du Paris Saint-Germain qui était en démonstration vraiment contre l'OM et là contre la Lanterne Rouge, c'est un Paris timide. Je me dis est-ce que Paris n'avait pas la tête ailleurs déjà? Paris, comme je dis, hein, de toute façon, doit avoir la tête ailleurs parce que on va les attendre encore une fois dans cette grande compétition qu'est la Champions League. Voilà, on sait la difficulté pour toutes les équipes européennes de devoir justement enchaîner lorsqu'il y a un match de Ligue des Champions avant ou après un match de championnat. Ouais. Et donc là, on est parfaitement dans cette configuration. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Et comme je dis, Paris, eux, cette saison, voilà, ils doivent quand même prendre les points en championnat. Ils ont un peu plus de mal cette année. Là, c'est sûr que le bilan, depuis le début de la saison, il est un peu mitigé. Hein. C'est-à-dire que c'est 7 matchs, 3 victoires, 3 nuls et une défaite pour, comme tu as dit, 12 points pris. Là, je pense que si Nice, Monaco, il y a Monaco, Marseille tout à l'heure, Nice, Monaco et Reims sont susceptibles de passer devant Paris et Paris est susceptible de se retrouver 5e, 6e du classement. La chose peut-être positive pour le PSG, c'est que
dans ce classement et dans le haut de tableau, on voit qu'il n'y a pas énormément d'équipes programmées pour être à cette place-là parmi ceux qui y sont actuellement. Après, Reims, moi j'ai une affection pour Reims. Déjà, j'ai une affection pour leur entraîneur, vraiment, que je trouve, son histoire, elle est incroyable, elle est extraordinaire. Et, mine de rien, comme je te dis, au fait, vu que Paris va devoir lâcher pas mal de points à cause de la Ligue des Champions, ces équipes-là peuvent en profiter, hein. On a l'exemple là, par exemple, Paris qui arrive pas à gagner contre la lanterne rouge du championnat, tu vois. Non, après, tu l'as dit, un championnat, c'est très, très long. Il faut tenir 34 journées. Effectivement, une équipe comme Reims, je pense que ça va être compliqué quand même d'aller chercher le titre. Mais des équipes comme Monaco notamment, ou même Nice, hein, dont le projet est cohérent, ils peuvent, pourquoi pas, espérer aller un petit peu titiller ce PSG. Donc il faut quand même prendre les points pour le PSG. Après, oui, je trouve quand même qu'on a fait une analyse en disant que Paris avait déjoué. Je vais remettre les choses dans son contexte. Je pense quand même que Paris a déjoué aussi parce que Clermont Foot a été très très bon dans la tactique qu'ils ont voulu mettre. Ils ont été très bons dans ce qu'ils ont fait tout le long du match. Et je tiens vraiment à féliciter à Clermont et notamment Dio, le gardien, qui a fait un match extraordinaire. Un match sensationnel, comme tu le dis, vraiment, c'est incroyable. Il a vraiment dégoûté les attaquants parisiens. C'est un délire ce qui s'est passé. Franchement, c'est bravo à Clermont. Moi, j'ai pas de choses à ajouter. On peut aussi parler de Donnarumma parce qu'il a au final pas eu autant de choses que ça à faire. Il sort les arrêts quand il faut les sortir, notamment en début de deuxième période où Clermont a une énorme double occasion. Ils arrivent pas à finir. Et c'est aussi grâce à Donnarumma, donc gros match aussi. T'as un dernier truc à dire, par exemple, sur la défense ou un truc comme ça? Après, effectivement, on avait Skriniar, Marquinhos, Danilo. Je pense que Marquinhos, justement, quand il est là, il apporte cette vitesse qui manque aux deux. Et au final, c'était assez cohérent, hein. Comme je dis, les occasions franches côté Clermont, elles n'ont pas été non plus. Elles n'ont pas été, voilà, exactement. Très vrai, Marquinhos, très bon début de saison pour l'instant, faut le dire aussi. Quand il fait bien, on dit qu'il fait bien. Quand il fait mal, on dit qu'il fait mal. Et pour l'instant, c'est un bon début de saison de la part de Marquinhos. Je te laisse conclure, hein. On va conclure, hein. 0-0, Clermont PSG. Un 0-0 très terne. Vraiment, c'était compliqué comme match. Un peu comme ton t-shirt, si je peux me permettre. Je sais pas, t'as quoi? Toi, t'as un t-shirt tout noir. Je sais pas, tu me parles de termes, là. C'est parce qu'on a dit on enterre le Paris Saint-Germain mercredi. On va conclure. @TheReplayFoot pour nos réseaux. Dites-nous également ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. On va se retrouver très très vite, hein, pour les matchs de la soirée. Et puis voilà, on va se dire à plus tard. Ciao!